Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tunisia Insights, un épisode exceptionnel. Aujourd'hui, nous recevons M. Mohamed Jawa, auteur de Destin de Sta, un mathématicien entre deux âges. Notre première question se porte sur le choix du titre et du terme Sta. Que signifie le terme Sta, Mohamed Jawa? Sta, c'est le maître maçon. C'est quelqu'un qui est un artisan qualifié dans le domaine du bâtiment. Et in fine, quand je regarde, moi je n'ai rien à voir avec un Sta a priori, avec un maçon, mais in fine, j'ai retrouvé les gènes du Sta dans mon parcours de mathématicien. Pourquoi? Parce que j'ai passé ma vie forcément à faire des mathématiques, c'est-à-dire à publier des articles, c'est-à-dire à enseigner, mais j'ai surtout passé une grande partie de ma vie à construire j'ai dit dans le livre des temples, mais les lieux où les mathématiques tunisiennes pouvaient s'épanouir. Et je suis natif de 1952, quand j'ai commencé à étudier, c'était juste après l'indépendance, et quand j'ai commencé à travailler, c'était pas très longtemps après. Et in fine, la Tunisie avait besoin qu'on bâtisse les institutions de son université, de sa recherche scientifique. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et j'ai adoré le faire. C'est très stimulant et c'est très, je dirais, rewarding, c'est-à-dire ça apporte énormément de satisfaction. Et je me suis dit que ça, c'était in fine mes gènes de Sta qui m'avaient rattrapé. Parfait. Alors, on revient un petit peu sur votre parcours, sur vos premiers jours à l'école, et vous citez un certain monsieur Chikli, qui vous a marqué, qui vous a énormément marqué, semble-t-il. Qu'est-ce que vous gardez de ce monsieur? Tout. Je suis né aux mathématiques et à l'estime de moi-même, avec monsieur Chikli. Il faut dire que le contexte, au début des années 60, c'était un contexte qui était encore post-colonial. La Tunisie était indépendante, mais l'ordre colonial subsistait un peu partout. Il était petit à petit extirpé. Et M. Chikli, je l'ai connu en 1960 dans une ferme. J'habitais dans une ferme reculée à Mrira. Il y avait une école qui avait deux classes à plusieurs niveaux, une classe de mission, une autre de ministère, tout jeune ministère de l'Éducation nationale de Mahmoud Messadi. Donc, et moi j'étais dans la classe française, l'instituteur de l'époque s'appelait M. Pierson, et l'ordre qui régnait à l'école était l'ordre colonial. C'est-à-dire que quels que soient nos résultats ou nos talents, nous ne pouvions pas, ma sœur et moi, nous étions au même niveau, qui était en CM2, être les premiers de la classe, parce que nous étions stigmatisés d'une certaine façon, et c'est le paradoxe de la colonisation. Alors que Framboise, elle pouvait... Oui, Framboise qui refaisait sa 7e pour la 3e fois, la pauvre fille, qui a été collée cette 3e fois d'ailleurs aussi, mais elle était la fille du vigneron italien ou français de Mrira principal, qui fournissait M. Pierson, et je me sens un peu coupable de dire ça, qui fournissait en vin dont il semblait être friand et abuser un peu. Donc voilà, il y avait un rapport qui était ce rapport-là, dans lequel nous, Tunisiens, nous avons une place, mais à côté, pas centrale. Et M. Chikli semble avoir changé tout cela. Vous dites de lui que c'est un miracle dont le premier bénéficiaire que je suis lui est à jamais reconnaissant. Lève-toi et marche, m'avait-il enjoint sans mot dire. Par sa seule attitude et ses encouragements, par sa bienveillance extrême, y compris dans ses moqueries, par sa reconnaissance de chaque effort accompli et chaque progrès réalisé, de chaque performance, et j'avais suivi avec enthousiasme ses recommandations pour être ce que je suis et pour devenir celui que je ne serais sans doute jamais devenu sans lui. À ce point? Tout à fait, parce que cet ordre colonial, c'est un ordre qui vous fait intérioriser votre infériorité. Vous considérez que cet ordre-là est l'ordre normal, dans la tête d'un gamin de 8 ans. Vous n'êtes pas dans la révolte, vous n'êtes pas
dans la contestation de cet ordre établi. Et M. Chikli, qui est tunisien, qui est juif tunisien, et qui n'est pas enseignant de métier. Parce que, je l'explique dans le livre, M. Pierson est décédé brutalement et la mission culturelle française lui a cherché un remplaçant. Il n'y en avait pas beaucoup au mois de novembre ou décembre, donc ils ont été piquer M. Chikli à ce qu'on appelait pas encore la RTCI. Il faisait une émission sur la musique juive tunisienne pour faire connaître et redécouvrir tous les chanteurs, parce qu'à cette époque-là, les musulmans avaient commencé à chanter, mais Ali Riah, mais les grands chanteurs qu'on connaît, Raoul Journour, Bimamsika, etc., étaient juifs, parce que pour les musulmans, c'était pas bien de chanter. Donc voilà, c'était pas un métier respecté. Et M. Chikli, qui faisait ça, redécouvrir, d'ailleurs je dois noter que le premier cinéaste tunisien s'appelait Albert Samama Chikli. Donc il y a toute une tradition, il y a une île dans le lac de Tunis qui s'appelle l'île Chikli. Donc c'est un nom vraiment ancré dans l'histoire de la Tunisie. Et donc il est venu à l'enseignement par hasard, et avec toute la bienveillance de quelqu'un qui vient du métier, finalement, de la communication. Et la communication, il avait ça en lui. Et donc, ce que je lui dois, moi, au-delà de ce qu'il m'a appris ou de ce qu'il a pu ne pas m'apprendre, parce que finalement, l'enseignement, ce n'est pas d'apprendre des choses, c'est de vous apprendre à être vous-même et à vous prendre en charge. Et c'est ça qu'il m'a apporté. Et il vous faisait découvrir des illustrés, autre chose que des classiques. Absolument. Des illustrés qu'il était malvenu, que mes parents, mon père, considéraient comme étant de la littérature de bas étage. Tintin et Spirou pour ce qui concerne M. Chikli, mais moi je lisais aussi avec beaucoup, il n'y avait pas de télé. Voilà, donc nous, nos loisirs, c'était de lire. Donc je lisais des livres comme celui que je viens de commettre, mais je lisais aussi beaucoup d'illustrés. Nos héros, c'était Mikil Ranger, Blake le Roc, Hakim, Zambla, etc. Donc tous ces personnages-là que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus. Mais nous lisions tout cela. Et aujourd'hui, l'école qui les bannissait les a rétablis et les a réhabilités. Elle considère que ces illustrés permettent aux jeunes de lire. Et c'est l'essentiel, même s'il y a des images. Et M. Chikli, déjà en 1960, considérait qu'il était licite de lire des illustrés. D'accord. Alors c'est un livre, je vois que c'est un livre aussi intime, vous parlez de votre famille, vous parlez de votre père, et qui était un monsieur très pieux, mais qui en même temps, il avait une sorte de piété assez particulière, puisque pour lui, l'enseignement était quelque chose de sacré. Ça faisait partie du sacré. Je crois qu'il était pieux en pensant cela. Il appliquait les préceptes de la religion qui est la nôtre, qui n'a jamais, au grand jamais, considéré que la science allait à l'encontre de la religion, mais que bien au contraire, que si Dieu nous a fait pensants, c'est pour penser. Et mon père appliquait cela à la lettre. Il appliquait cela aussi pour le traitement qu'il avait de mes sœurs. 3 sœurs, nous étions 5 garçons et 3 filles dans cette famille. Et mes sœurs n'ont jamais été lésées ou n'ont jamais été traitées de manière différente des garçons. Pour elles comme pour nous, il s'agissait de construire notre avenir à la sueur de notre front et à l'école avant tout. Il y avait une sorte un diktat de la réussite dans la famille. Il fallait à tout prix réussir, être le premier, être deuxième, premier. Il fallait. Il n'y avait pas un diktat de la réussite. Il n'y avait que la réussite dans notre vie. Parce que mon père, et je le dis aussi, est né d'une famille très modeste, pour ne pas dire plus. Il a dû de faire des études un peu plus poussées que son frère aîné, qui était le certificat d'études qui permettait aux jeunes gens d'échapper à la conscription, d'échapper, de ne pas se retrouver dans les rizières
du Vietnam pour combattre les Viet Minh, intégrés dans l'armée française pour ça. Donc, tous les garçons qu'ils pouvaient aller jusqu'au certificat d'études pour éviter ça. Mais son frère l'a poussé à aller plus loin, parce qu'il avait vu qu'il avait le talent pour le faire, et donc il l'a poussé et il l'a protégé. Et c'était le frère aîné. Parce que dans la famille, arrivé au certificat d'études, il fallait faire bouillir la marmite. C'était une famille très pauvre, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et lui, on l'a autorisé à aller au-delà. Il a été jusqu'au brevet, il a passé les concours d'entrée au PTT, il a été un des premiers Tunisiens à accéder à un grade de rédacteur, donc voilà. Et ça, il le doit à son frère, il le doit bien sûr d'abord à son talent, mais il n'aurait jamais été aussi loin si son frère n'avait pas été derrière lui, mon oncle Mohamed, à qui je dois mon prénom. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de faire la même chose avec vos enfants, de les inciter à réussir, à être les premiers, à être... Avec une certaine, je dirais, modération. Nous vivons une génération avec mes enfants. J'ai pu être aussi tyrannique que lui l'était, parce qu'il l'était. C'est-à-dire qu'il n'avait absolument, je raconte d'ailleurs l'épisode de l'examen de 6e, où il m'avait promis une correction parce que j'avais répondu faux à certaines questions. J'étais en classe de CM2, mais il faut dire que j'avais sauté la classe d'avant, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon talent. J'ai sauté la classe d'avant parce que la CM1, dans une classe unique, il n'y avait que moi. Et donc, M. Pierson avait dit, non, je ne le mets pas en CM1, je le mets en CE2. Et mon père avait lutté pour dire, mais non, il vient de CE2, il était premier de sa classe ou deuxième, donc il n'y a pas de raison qu'il redouble, mettez-le en CM2 et je m'en occuperai. Et je me suis retrouvé en CM2 là-dedans. Mais j'étais un peu l'intrus. Et M. Chikli, pour revenir à lui, m'a rétabli dans une position de légitimité, dans cette classe où je n'avais rien à faire. Donc voilà. Oui, il était tyrannique et avec mes enfants, j'ai pu l'être. Et d'ailleurs, ce livre leur est spécialement dédié parce que, je le raconte un peu, c'est ma fille qui m'avait incité à écrire ce livre, à écrire des mémoires. Et en fait, elle souhaitait que j'écrive ses propres souvenirs. Parce que quand elle était jeune, elle, et encore plus mon fils qui est plus âgé qu'elle, Walid, je ne me suis pas beaucoup occupé d'eux. Et grâce à Dieu, ils ont trouvé une mère qui était extrêmement attentive et présente et qui a suppléé à toutes mes défaillances. Et finalement, je me sentais un petit peu coupable à leur égard de ne leur avoir pas donné ce qu'ils étaient en droit d'attendre d'un père. Nos relations sont excellentes, aussi bien avec ma fille qu'avec mon fils, et donc je me suis dit que je leur devais ça, de leur raconter qui je suis, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le découvrir sur le terrain comme il aurait fallu qu'ils le découvrent. Donc c'est un livre pour vos enfants ? C'est un livre pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'ai 2 petites filles et une 3e qui est en route. Donc oui, je suis comblé de ce point de vue-là. C'est un livre pour eux, mais comme je suis enseignant, j'ai des centaines d'autres enfants. Sinon, même peut-être des milliers. Je ne les ai pas comptés, ils ont tous une place dans mon cœur et j'ai un rapport avec eux qui n'est pas du tout un rapport d'enseignant seulement, mais qui est un rapport réellement de mentor et de parents. Bien sûr, ils ont leurs parents, Rabbi Fadalhom, mais c'est un parent de plus, quelqu'un qui peut éclairer la route de l'éducation, qui est aussi un parent un peu plus expert, donc voilà. Et donc je les considère tous comme mes enfants, et ce livre leur est dédié. Alors parlons un petit peu de votre premier séjour en France, et le choc des cultures aussi, et aussi la chute, en tout cas, d'un certain nombre de mythes. Certainement. Et c'est ça qui fait grandir, en fait. On grandit en arrêtant de croire au Père Noël. Donc, et à ces mythes, et notamment à ce mythe que
j'ai été quand même, avant d'être en France, j'ai été à l'école française. J'ai été 7 ans au lycée Carnot et auparavant dans des écoles primaires relevant de la mission culturelle française. Donc la culture française coulait dans mes veines. Je ne découvrais pas la culture française, mais je découvrais la culture française, je dirais, dans sa vérité vécue par la société française. Et ça, c'est un peu moins glorieux, parfois. J'ai découvert... Les valeurs de gauche, notamment. Vous dites que vous ne retrouvez pas aussi ces valeurs de gauche qui vous ont... dans lesquelles vous avez baigné, en tout cas, un peu. Quand j'étais en France, la première fois, je n'aurais pas pu vraiment me revendiquer d'un bord politique. Je suis né à la politique très tôt, avec la guerre de Bizerte, mais je suis né à la politique réellement en juin 67. Je ne connaissais à l'époque même pas l'existence de l'État d'Israël. Donc la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Et je ne connaissais pas, et je vivais dans un environnement, au lycée Carnot, où juifs, musulmans et chrétiens vivaient dans une certaine harmonie. Beaucoup de mes amis étaient juifs, et après la guerre de 67, à la rentrée 67 en classe terminale, il y en avait quelques-uns qui manquaient à l'appel. Donc, justement, vous avez été marqué par cet événement, puisqu'il y avait une sorte de discrimination qui vous horripilait, puisque vous étiez avec des Tunisiens et non des Juifs. Vous pensiez que c'était, à juste titre d'ailleurs, que c'était des Tunisiens, mais vous découvrez que, à la suite de l'agression israélienne du 5 juin, tout d'un coup, mes camarades juifs avaient peur et n'osaient plus sortir de chez eux. C'est un événement qui vous a énormément marqué, oui, politiquement. Qui m'a touché, c'était mes amis. Et avant lui, je raconte aussi un épisode où il y avait une préparation militaire qui avait été faite par Ahmed Ben Salah. Et donc j'étais venu, moi et un ami qui s'appelait Yves Benassen, et qui était un ami très proche, pour faire les prises de sang, etc., pour nous préparer à cette préparation. Et moi, ils m'ont renvoyé à la maison parce que j'étais trop jeune, il fallait avoir 16 ans et je ne les avais pas. Donc, je ne pouvais pas faire cette préparation. Et Yves a été retoqué parce qu'il était juif, parce que les juifs étaient dispensés du service militaire, et donc lui pensait être tunisien, et il voulait faire comme tous les Tunisiens. Et donc c'était une sorte de déception pour lui aussi. Pour lui, il en était meurtri. Et pour moi, je découvrais finalement la discrimination. Je l'ai découverte envers les autres avant de la découvrir envers moi-même. En fait, je l'ai découverte envers moi-même déjà avec l'école et M. Chikli qui m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais le droit d'être bon élève, et même meilleur que Framboise. Voilà, donc c'était un rétablissement de l'ordre des choses qui devraient être partout le même, c'est-à-dire qu'aucune discrimination ne devrait être fondée sur autre chose que la qualité des individus et le rapport à la société, mais certainement pas leur naissance. Une parenthèse justement, Mohamed Jawa, par rapport à ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, évidemment l'agression israélienne qui se poursuit depuis un mois. À la lumière de ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette escalade de la violence, ou en tout cas de l'agression israélienne? Je la vis douloureusement depuis 1967, où je l'ai découverte. Je n'arrivais même pas à comprendre qu'un peuple pût être dépossédé de sa terre et finalement vivre dans les camps. Aujourd'hui, on va encore plus loin, puisque les Palestiniens sont amenés à vivre en tant que réfugiés sur une fraction minime, Gaza, c'est 300 km², sur une fraction minime de leur territoire. Où il n'y a aucun avenir pour les enfants, pour les étudiants. Aucun avenir pour les enfants, aucune possibilité. D'ailleurs, y en aurait-il une que les bombes
et les agressions répétées, ce n'est pas la première d'Israël sur ce territoire, les en auraient empêchés. Donc véritablement déposséder un peuple de toute perspective d'avenir, c'est une abomination que je n'ai jamais pu accepter depuis. Mais dans cette appréhension d'un ordre des choses, si j'ai été, et si je suis encore, je me revendique encore d'une culture de gauche, c'est bien pour ou par ce primat de la gauche, c'est que tous les individus sont égaux et qu'il est intolérable de déposséder certains au profit de d'autres. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire là, donc oui, on peut reprendre. On ferme cette parenthèse, parce que nous avions ouvert donc une parenthèse sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, et revenons à cet épisode français où vous avez un petit peu fait aussi l'école buissonnière, aussi, parfois. Oui, vous savez, j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans. Je n'ai rien connu de la vie avant. J'étais le plus jeune de ma classe, toujours. J'avais 2 ans de moins que la moyenne des étudiants de ma classe, parfois plus. Donc ils étaient adolescents quand j'étais enfant. Et quand je suis devenu adolescent, c'était déjà presque des hommes et des femmes. Autant vous dire que les filles ne me regardaient même pas. Et donc toute l'expérience que j'aurais dû avoir n'a pas pu se faire dans ce cadre. Et là, j'arrive à Paris, j'ai 16 ans, je suis interne, mais avec une certaine liberté, et je découvre la vie telle qu'elle est, avec tous ces agréments que je n'ai pas pu connaître. Et c'était juste après mai 68, donc je me retrouvais en plein quartier latin, sur le boulevard Saint-Michel, le lycée Saint-Louis ouvre sur le boulevard Saint-Michel, au numéro 44, et donc en traversant la rue, je suis place de la Sorbonne, le monde s'ouvre devant moi. À une époque où il est interdit d'interdire. Il était interdit d'interdire, alors que je venais d'un monde où il était obligatoire d'interdire, où l'interdit, c'était à structurer toute ma façon d'être. Donc, j'ai quelques vannes qui ont cédé la deuxième année. La première année, j'ai fait une année de maths sup, la deuxième année en spécial. Et bien là, j'ai commencé à faire l'école buissonnière, j'ai commencé à m'intéresser au deuxième genre, j'ai commencé à m'intéresser de manière plus active à la politique. J'étais, par exemple, j'assistais à quelques meetings à la Mutualité où le défunt Mahmoud Hamshari était le représentant de l'OLP à l'époque à Paris, et donc des meetings de soutien à la cause palestinienne notamment, mais pas que. Je me suis intéressé au théâtre. Mes amis, j'avais un ami algérien, et avec lui, j'ai fréquenté l'association des jeunes Algériens qui montait une pièce de théâtre sur l'immigration, et j'y ai contribué, et j'ai commencé à m'intéresser au théâtre à ce moment-là de façon beaucoup plus directe. Donc je me suis intéressé à plein de choses qu'auparavant, vous savez, mon père était tellement, je dirais, accordé une telle importance aux études que tout ce qui pouvait en distraire nous était interdit. Je raconte un épisode où j'étais voir un film de Abdel Halim Hafez avec ma sœur, et on a reçu 2 paires de claques en rentrant parce que c'était des films qui étaient censés nous distraire de nos études et surtout être, sur le plan des mœurs, un peu dissolus, alors que c'était des films où il y avait un baiser qui concluait le film avec le mot fin. On avait la conclusion heureuse de la relation entre le héros et l'héroïne. Donc un film d'adulte. Oui. Pour lui, c'était un film d'adulte et d'adulte, je dirais, mal élevé. C'est pas d'adulte, c'est des choses qu'il ne faut pas montrer, qu'il ne faut pas voir, et plus encore quand on est enfant. Donc finalement, j'ai découvert tout cela à Paris. Et je ne regrette absolument pas cette année-là de maths P. Même si vous avez un petit peu déçu votre papa. Oui, mais je pense que c'est un peu le lot de tout le monde. Pour devenir un homme, il faut bien décevoir son père.
Et mes enfants m'ont aussi déçu, mais en me décevant, ils m'ont fait un énorme plaisir, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes. Ils n'étaient plus une pâle copie de moi-même. Et ils ont fait mieux que moi dans beaucoup de secteurs, et c'est en ça que je sens que j'ai accompli mon devoir de père. Mon père n'avait pas tout à fait la même opinion à ce sujet-là. Il considérait que manquer l'école était criminel. Et j'étais criminel à ses yeux. Il pensait que faire une pause dans un parcours était de mauvais goût. Et j'ai fait une pause d'une année avant de revenir à Tunis. Et donc, il était très fâché contre moi. De retour à Tunis, vous étiez transformé, un autre oui, monsieur. C'est une autre personne. Voilà, c'est une autre personne qui est revenue à Tunis. J'avais 18 ans, c'est l'âge où les gens ont le bac habituellement, 18-19 ans. Moi, j'avais 18 ans, j'avais le bac depuis 2 ans et j'avais un vécu avec ce bac. Donc j'avais plus que le bac. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Alors, faisons un saut dans l'histoire. Je ne sais pas si vous avez un souvenir particulier au campus, là où vous avez fait vos études, donc à la faculté des sciences. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avant de sauter finalement à ce que Ahmed Fria, donc le professeur Ahmed Fria qui a préfacé ce livre-là, et j'en suis reconnaissant. Voilà. Oui. Des souvenirs au campus, j'en ai beaucoup, mais là, j'en ai pas un qui me saute à l'esprit. On y reviendra peut-être plus tard, si vous voulez. Parfait. Alors, je rappelle que M. Ahmed Fria a préfacé donc, votre livre, et il dit que vous avez accompli. Ce qui est remarquable, c'est que Mohamed, le mathématicien, arrive à compter son parcours et faire passer de nombreux messages sans que son récit contienne un minimum d'équations ou d'expressions mathématiques. J'ai trouvé cette phrase magnifique, j'ai tenu à la lire. Alors, monsieur Ahmed Fria, un grand professeur, évidemment, il vous a proposé de fonder le laboratoire, un laboratoire de recherche. C'est Ahmed Fria est rentré à l'ENIT, est rentré en Tunisie 3 ou 4 ans avant moi. Il a soutenu sa thèse, il le raconte là d'ailleurs dans sa préface, en 1979 à Paris, dans la même université que moi, l'université Pierre et Marie Curie. Et j'ai assisté à sa soutenance, et Si Mohamed Amara, que j'évoque aussi, était membre du jury. Si Mohamed Amara, que j'ai retrouvé il y a quelques semaines pour lui dire tout ce que je lui dois, parce que finalement, si j'ai fait des mathématiques, c'est grâce à lui. Il a construit à la faculté des sciences de Tunis une véritable machine. Et si Mohamed Amara, il ne m'en voudra pas si je lui dis que j'ai appris à être sta à son contact. Parce qu'in fine, il a été bâtisseur à un moment où il y en avait très peu. Et s'il y a aujourd'hui une école de mathématiques tunisienne digne de ce nom, et elle est très digne de ce nom, c'est bien grâce à lui. Donc, Ahmed Fria a soutenu sa thèse en 1979, et donc j'ai assisté à la thèse. Je le connaissais très peu avant. Il était célèbre à la faculté des sciences où il m'avait précédé. Il y avait toujours 1 ou 2 figures de proue dans chaque promotion, dont les suivants parlaient. Ils disaient « Ah, Ahmed Fria, ah, Khalgi, ah ». Beaucoup de gens comme ça étaient célèbres à la faculté, où on se passait un peu le flambeau. Et ensuite, comme j'ai encore passé quelques années à Paris, j'ai reçu un jour une lettre de lui qui me disait « L'ENIT a besoin de construire une recherche dans toutes les disciplines et en particulier en mathématiques appliquées, et je t'invite à venir nous rejoindre pour participer à cette construction. » Et vous avez tout de suite accepté? Non, je n'ai pas tout de suite accepté. En réalité, pour moi qui venais de la faculté des sciences, il était presque évident que je devais revenir à la faculté des sciences pour lui rendre ce qu'elle m'a donné. Et j'ai eu l'occasion, grâce à Si Mohamed Amara, de revenir en hiver à la faculté des sciences pour donner un cours, ce qui m'a fait un énorme plaisir, mais qui m'a permis de voir la faculté des sciences
avec tous ces aspects. Et à Paris, j'assurais des enseignements. D'abord, j'ai fait ma thèse à l'école polytechnique à Paris, qui est une école d'ingénieurs. Ensuite, j'ai assuré des enseignements à l'école centrale, aux mines de Paris, à l'ENSAE, à l'ENSTA, donc dans des écoles d'ingénieurs. Et ma thèse était une thèse de mathématiques appliquées, dont les applications étaient évidemment dans les métiers de l'ingénierie. Et quand Ahmed Fria m'a fait cette proposition, ça m'a fait bien sûr réfléchir. Et je me suis dit qu'en effet, l'enseignement que je pouvais faire avait davantage sa place à l'ENIT qu'à la faculté des sciences. Et l'expérience que j'ai eue à la faculté des sciences m'en a encore un peu plus convaincu. Et in fine, à cette époque-là, ce n'était pas de la concurrence. Nous construisions ensemble l'université tunisienne, avec toutes ses composantes. Et donc il était légitime. Alors Ahmed Fria ensuite m'a invité à un colloque qu'il a organisé à Zerzis en viscoplasticité. Et puis au retour de Zerzis, il m'a invité à passer à l'ENIT pour faire une ou deux conférences aux enseignants et rencontrer tous les enseignants. Et c'est là que j'ai été convaincu que ma place était là. Et j'y suis revenu en 1983, j'y suis resté un quart de siècle et je vais y retourner le 21 novembre pour présenter mon livre et pour présenter mon parcours. Et devinez qui va me présenter au public? Eh bien, c'est Ahmed Fria, que je remercie, a accepté de le faire. Alors, il dit que vous avez, je ne sais pas s'il le fait par courtoisie, mais en tout cas, il affirme que vous avez fait un travail remarquable au sein de ce laboratoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je m'en voudrais de le contredire. Je suis très flatté de son appréciation, mais à côté d'autres moments qui ont beaucoup compté dans ma vie et ma carrière, et je veux citer peut-être en premier lieu l'IPEST et l'école polytechnique, mais la construction du LAMSIN, du laboratoire de recherche, a été un moment très fort dans mon parcours professionnel. Le LAMSIN est encore aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un espace, quand je dois rencontrer des gens, je demande au directeur du LAMSIN, il y en a 3 qui m'ont succédé. Le LAMSIN est toujours le premier laboratoire de mathématiques appliquées de Tunisie. L'année dernière, il a reçu le prix présidentiel de meilleur laboratoire de recherche en Tunisie, 25 ans après que nous l'ayons créé. Je dis nous parce que j'étais la figure de proue, mais c'était quand même une équipe d'une demi-douzaine, 7 ou 8 personnes qu'il a créée, que je cite dans le livre. Et le LAMSIN tient toujours son rang de premier laboratoire de recherche en maths appliquées. Alors vous vous sentiez, à un moment donné, vous vous êtes senti à l'étroit à l'université publique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode qui était, à un moment donné, il y a eu des épisodes où vous vous sentiez humilié, vous avez utilisé ce mot d'humiliation par rapport à vos, en tout cas, supérieurs hiérarchiques à l'époque? Oui, humiliation dans la mesure où, dans cet épisode-là, on m'empêchait de faire ce qui est mon métier. Quel est le métier d'un universitaire? Il est d'enseigner, mais il est aussi de faire de la recherche, de faire progresser la science et de faire connaître ses résultats à d'autres à travers le monde qui travaillent sur les mêmes sujets ou d'autres sujets que lui. Il ne faut pas d'ailleurs s'arrêter à ceux qui travaillent sur les mêmes sujets que vous. C'est Niels Bohr, qui est prix Nobel de physique en 1922, qui disait que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. C'est-à-dire que si vous voulez progresser, il faut regarder ce que fait votre voisin sur des sujets qui, a priori, n'ont rien à voir avec celui que vous traitez. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le benchmarking, c'est ça, un peu. Qui s'appelle l'hybridation. Et le benchmarking, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, parce que les bonnes idées peuvent venir d'une autre discipline que la vôtre, et si vous restez enfermé, et donc il faut courir les colloques, il faut écouter ce que font les autres, il faut remettre en question ce que vous faites. Et j'ai été invité à Madagascar à une conférence qui s'appelle le CARI, qui existe encore, le colloque africain de recherche en informatique et en maths appliquées.
Et vous savez, dans les colloques, il y a ce qu'on appelle des keynote speakers, c'est-à-dire des gens qui sont invités, qui ne doivent pas soumettre un papier et se faire, mais qu'on invite a priori, qui sont... Et j'étais un des 6 keynote speakers et le seul qui venait d'Afrique dans un congrès africain. Et mon autorité de tutelle, il faut bien le dire, j'ai demandé, comme il faut le faire légalement, en bonne et due forme, un ordre de mission sans frais, puisque j'étais totalement pris en charge par Et on me l'a refusé sans autre forme de procès, sans aucune justification. Et il n'y en avait pas. Et vous avez vécu cela comme un choc personnel, au point que vous avez décidé de prendre un congé maladie. J'ai pris un congé maladie de la durée exacte de ce qui était censé être la période de mon absence. C'était un signal envoyé à l'autorité de tutelle. C'était mon premier et mon dernier congé de maladie durant les 25 ans que j'ai exercé en Tunisie dans l'enseignement supérieur public. C'était de dire, vous ne voulez pas que je m'absente, eh bien je m'absente quand même. Deuxièmement, c'est finalement pour le bien de l'université publique que vous le faites, que vous participez à des colloques, c'est aussi pour revenir avec une certaine expérience, avec une certaine expertise qui va bénéficier à l'université. Mais rien de ce que j'ai fait, je n'aurais pu le faire si je n'avais pas été le mathématicien, bon, mauvais ou moyen, peu importe, mais en tout cas, l'homme de science intégré dans une communauté internationale. C'est évident que si je ne fais pas ça, je ne suis plus mathématicien. Et en m'empêchant de faire ça, on me sommait de ne plus l'être. C'était en quelle année ? C'était en 2000. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à réfléchir, à sortir finalement de cette... Pour 2 raisons. D'abord, pour continuer à être le mathématicien que je suis, et je ne sais pas être autre chose. La deuxième chose, c'est parce que si je ne l'avais pas fait, ceux qui m'en voulaient m'auraient touché. J'étais fonctionnaire, donc j'étais intouchable. Mais auraient touché ce que j'avais de plus cher, c'est-à-dire mon laboratoire. Et donc c'était pour préserver mon laboratoire, et c'est ce qui s'est produit. Je ne sais pas s'ils auraient été jusqu'au bout de leur malveillance, mais toujours est-il que j'ai cherché à le protéger lui et à me protéger moi-même. Pourquoi est-ce que vous citez beaucoup de noms dans ce livre, mais finalement ceux qui vous ont fait un peu de mal, notamment dans cet épisode, vous ne citez pas les noms de ces personnes-là. Pour quelle raison ? Parce que ce n'est pas un livre pour solder des comptes, c'est un livre pour dire, peu importe la personne qui vous fait du mal. Et il est possible parfois que vous ressentiez douloureusement des choses qui n'étaient pas intentionnellement malveillantes. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, et ce que je veux souligner, parce que c'est un livre, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été écrit pour la jeune génération. Et c'est pour leur dire qu'on peut vous faire beaucoup de mal. L'essentiel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vous abîmer dans la rancœur. Ce n'est pas de vous abîmer dans la vengeance. C'est de continuer à être celui que vous êtes et de rebondir. C'est la seule leçon que je voudrais que les lecteurs de ce livre et les jeunes lecteurs de ce livre, j'espère qu'il y en aura, en retiennent. C'est que, en fait, peu importe, il n'y a pas une vie sans accroc, sans erreur, sans échec. Il n'y a pas. Il vous ment celui qui vous dit que vous pouvez vivre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme le dit le titre du film bien connu. Donc, il faut savoir rebondir. Les échecs font partie de la vie. Et il faut savoir en tirer des leçons, ne pas persister. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. Dès l'instant où je ne pouvais plus être celui que j'étais dans ce que je n'aurais jamais quitté, tellement j'y étais bien, eh bien, il fallait que j'aille ailleurs. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à quitter la Tunisie. Je l'ai quitté et je suis parti à l'université de Nice. Alors, en 2003, vous décidez aussi de fonder l'école Esprit. Oui,
nous sommes... Quel était l'esprit qui vous animait à cette époque-là? Nous avions à l'ENIT une grosse réflexion sur ce que pouvait être la formation ou ce que devait être la formation d'ingénieur. Nous avions un schéma qui était hérité du schéma français, qui est en gros que les formations d'ingénieurs reposent sur une préparation où on fait beaucoup de sciences fondamentales et ensuite on fait des techniques, des technologies de l'ingénieur par la suite. Or, en fait, ce n'est pas le seul modèle qu'il y a dans le monde. Et en Tunisie, la période que je raconte, c'est une période où la Tunisie se posait beaucoup de questions sur la remise à niveau de ses entreprises. Et elle avait un gros besoin d'ingénieurs. Et le schéma que nous utilisions pour former des ingénieurs en Tunisie était un schéma extrêmement élitiste et qui ne permettait pas de fournir à l'industrie les ingénieurs dont elle avait besoin. Alors si on regarde d'autres schémas, et notamment anglo-saxons, où la base scientifique est acquise tout au long de la formation d'ingénieurs, ce n'est pas quelque chose qui est finalement dans le schéma français, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que l'acquisition de la science ou la formation scientifique, c'est un critère qui est autant de formation que d'élimination. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour éliminer ceux qui n'ont pas le bon niveau en mathématiques et on leur dit « vous n'êtes pas apte à être ingénieur ». Or, des pays, et notamment parmi les plus avancés que nous connaissions, les États-Unis en particulier, mais la Grande-Bretagne, qui a été le premier pays industriel d'Europe, donc font autrement. Et donc nous nous étions posé la question, comment faire pour former davantage d'ingénieurs? Donc vous trouvez que le système qui consistait à faire 2 années de prépa avec à la fin un examen un concours qui va faire un peu le tri est un système injuste? Non, c'est un système qui ne peut pas être le seul. C'est un système qui est tout à fait indiqué pour former l'excellence, le pôle. Ce que j'ai fait dans les années 90 avec Si Mohamed Sharfi, c'était de créer le pôle d'excellence scientifique et technique qui constituait de l'IPEST et de l'École polytechnique de Tunisie. Son objectif était de nous attaquer à la formation de nos propres élites. Parce qu'auparavant, les bons bacheliers, on les envoyait étudier à l'étranger, en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et nous avions, à l'ENIT, beaucoup réfléchi à ça et nous étions dit qu'il était temps. L'ENIT forme des gens excellents et les écoles d'ingénieurs tunisiennes forment aussi des gens excellents. Mais, symboliquement, lorsque l'ENIT a été créé, ceux qui restaient en Tunisie pour faire des études d'ingénieur se sont appelés la filière B. La filière A, c'était ceux qu'on envoyait en classe prépa en France. Et avec Si Mohamed Sharfi, j'avais proposé, avec d'autres, et avec une commission que Si Mohamed avait créée, qui était présidée par Siti Janicheli, qu'on fasse un peu comme les Marocains qui nous avaient précédés, c'est-à-dire de faire des classes prépa, préparant à l'élite et aux meilleures écoles, notamment françaises, pour mettre notre système en compétition avec d'autres systèmes qui pouvaient le challenger. Voilà. Donc ça, c'est pour l'excellence, c'est parfait. Et je l'ai fait pendant 5 ans avec un bonheur inouï. J'ai créé l'IPEST, l'École polytechnique de Tunisie, et ça a été 5 années de bonheur et de travail tout à fait. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter. L'école polytechnique, quand je l'ai créée, c'était 33 élèves par an. Et le pays avait besoin de centaines d'ingénieurs. Quand on a créé Esprit, il en formait 400 par an. Et les prévisions disaient l'économie a besoin de 1000 ingénieurs par an. En se tenant au seul schéma prépa plus 3 ans, il était impossible d'en former autant. Donc il fallait s'inspirer d'autres expériences, des expériences anglo-saxonnes notamment, où la science n'est pas, n'est pas la pierre d'achoppement. La science peut s'acquérir pendant la formation d'ingénieur. C'est ce que font les États-Unis. Leur niveau scientifique, les bacheliers, enfin ceux qui font office de bachelier américain,
en mathématiques est beaucoup plus faible que le nôtre. Est-ce qu'on peut dire que leurs ingénieurs sont mauvais? C'est quand même le premier pays industriel du monde. Donc, les voies du ciel sont multiples et avec Esprit, nous avons voulu en explorer une autre pour répondre aux besoins de l'économie et parce que, et je crois que ce que je décris à cette époque-là, dans les années 2003, s'est aggravé depuis. Vous savez que cette année, le ratio de bacheliers mathématiques en Tunisie est tombé à 8% des bacheliers. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est virtuellement mathématique. Est-ce qu'on peut construire notre place dans ce monde-là avec 8% de bacheliers maths? Et moi, je m'appuie sur une parole de Bourguiba qui montrait par là son génie infini, à qui on demandait « mais pourquoi le code du statut personnel ?» Personne ne vous le demande, et d'ailleurs pas les femmes. Et en premier lieu, pas les femmes. Et Bourguiba avait répondu tout simplement parce que je ne peux pas construire ce pays avec la moitié de sa population. Est-ce que nous prétendons construire la Tunisie de demain en tournant le dos à 90%, 92% de sa population qui n'est pas bachelière mathématique? Et ça, c'est le grand sujet. Comment faire de ce pays un pays scientifique en partant de l'état où il est actuellement, c'est-à-dire moins de 40% de bacheliers maths, sciences et informatique, et 60% de bacheliers qui n'ont rien à voir avec tout ça. Alors il y a pourtant une sorte une critique, un sujet qui fâche concernant Esprit. À un moment donné, elle a été critiquée, notamment pour avoir créé une sorte d'éducation à deux vitesses où les gens aisés pouvaient devenir plus facilement, très facilement, des ingénieurs, alors que d'autres devaient vraiment faire un parcours très très difficile. Vous savez, j'ai quitté Esprit il y a 2 ans, donc je ne vais pas m'ériger en porte-parole et je pense que vous avez la possibilité d'interroger ceux qui sont restés et qui vous en parleront. Ceci étant, le problème que vous posez n'est pas un problème qui concerne Esprit. C'est le problème de l'enseignement supérieur, et d'ailleurs pas que supérieur, privé. L'enseignement supérieur privé est anecdotique. C'est 10% de la population. Par contre, l'enseignement primaire et secondaire privé tend à devenir beaucoup plus important. Et il pose un vrai problème d'éthique. Il pose un vrai problème d'équité. Il pose un vrai problème de savoir si... Mais ce problème-là, il le pose d'abord à l'enseignement public. Il fut un temps où le problème ne se posait pas parce que l'enseignement public, eh bien, s'adressait à tout le monde. Il n'était pas exclusif et il permettait à tout le monde de faire son chemin. À partir du moment où l'enseignement, et notamment l'enseignement supérieur public, propose des filières qui sont des filières d'avenir et qu'il voue ceux qui viennent notamment de baccalauréat, qui ne sont pas ceux qui mènent aux compétences d'aujourd'hui, qui les vouent à des filières, je ne dirais pas sans avenir, mais avec un avenir moindre, le problème d'équité, il est d'abord dans l'enseignement supérieur public. Et lorsque on crée des institutions privées qui permettent, surtout quand il y a des mécanismes qui permettent de prendre en charge le biais social, c'est-à-dire de mettre en avant le talent et de trouver les moyens pour que les gens de talent, d'où qu'ils viennent, eh bien, puissent avoir leur place, eh bien, à ce moment-là, je ne dis pas que le biais disparaît, mais il est fortement atténué. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Je ne suis pas autorisé à parler de mon expérience précédente, mais ce que je fais aujourd'hui avec Pristini, c'est exactement ça. Nous offrons des bourses d'excellence qui sont d'ailleurs financées par des gens, et beaucoup d'entre eux, que j'ai rencontrés dans mes premières vies, certains d'entre eux ayant été mes étudiants, que ce soit à l'IPEST, à l'école polytechnique ou à l'ENIT, et qui aujourd'hui renvoient l'ascenseur en disant
que je veux offrir à des gens issus de milieux sociaux défavorisés qui n'auraient pas les moyens de payer des droits de scolarité, eh bien, je veux leur offrir la possibilité de le faire en offrant des bourses d'études. Et donc, nous offrons des bourses d'études et nous avons un schéma de formation au niveau master, une formation en alternance, où cette fois, c'est l'entreprise qui prend en charge les droits de scolarité et qui recrute l'étudiant pendant la durée des études dans ce qu'on appelle le work-study schéma, où on étudie et on travaille en même temps. Ce que nous faisons avec l'enseignement supérieur privé, c'est d'essayer de dépasser les insuffisances qui sont celles de notre société et de notre... Alors, quand vous parlez de telle ou telle institution qui a pu former des milliers de gens qui ont trouvé leur place dans des entreprises tunisiennes et d'ailleurs étrangères, quelle eût été l'alternative? De ne pas le faire? De les laisser sur le carreau? Ou de dire simplement à ceux qui ont les moyens de faire des études à l'étranger, qui sont 5 ou 6 fois plus coûteuses, d'aller le faire ailleurs? Je crois qu'il n'y a que de mauvaises solutions et que le fait d'offrir une palette de formation, y compris dans le privé, le plus accessible possible à tous, c'est la moins mauvaise de toutes. Alors, dernière question, Mohamed Jawad, fort de votre très grande expérience, on peut le dire, quel conseil pourriez-vous dire finalement à ceux qui tiennent les rênes de ce pays? On parle beaucoup de réformes éducatives. Aujourd'hui, quelle est la réforme qu'il faudrait engager dans le pays? Je vais parler de ce que je connais et de ce que je suis. Je vais parler des mathématiques. Quand on regarde la société tunisienne, et d'ailleurs toutes les sociétés, j'ai vécu plus de 15 ans en France, plus de 20 ans en France, et dans d'autres pays étrangers. Et lorsque dans une conversation, on en vient à me demander, vous, c'est Mohamed, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je fais des mathématiques. La réponse est invariable. 9 fois sur 10, moi, j'ai jamais rien compris en mathématiques. Et je trouve que ça, c'est un indice très préoccupant dans un monde qui est devenu mathématique. Depuis Galilée, qui disait que l'univers est écrit en langage mathématique, on sait que le monde est mathématique. Mais ça concernait les savants, les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens, qui étaient des mathématiciens à la base. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Vous ne pouvez plus faire aucun métier sans maîtriser, à minima au moins, des concepts mathématiques. Je veux donner un seul exemple qui parlera à tous les Tunisiens. Lors de la crise du Covid, de la pandémie, on a eu des médecins qui venaient parler à la télé tous les soirs. Ils ne nous ont parlé ni de vaccins, il n'y en avait pas encore. Ils ne nous ont pas parlé de thérapie, il n'y en a toujours pas. De quoi ils nous ont parlé? Ils nous ont parlé de statistiques. Et la thérapie a été la maîtrise de la courbe de progression des gens qui étaient atteints par la maladie. Et pour freiner cette progression, on a mis en œuvre des recettes de grand-mère qui sont de se moucher dans son bras, de porter un masque, de s'isoler, de ne pas rencontrer d'autres gens, etc. Et c'est comme ça que la maladie a été maîtrisée. In fine, ces médecins étaient devenus des data analysts. Ils ont eu à comprendre les données. Back to basis. Back to basis. Et donc, le monde que nous sommes en train de construire pour nos enfants et pour nos petits-enfants, c'est un monde qui sera de plus en plus mathématique, où les compétences qu'on attend des gens, quel que soit le métier qu'ils exercent, c'est pour ça qu'à Pristini, on dit que nous, on n'est pas une école d'IA pour les geeks. On est une école d'IA pour tout le monde. Parce que tout le monde a aujourd'hui besoin d'IA, de data, pour exercer son métier, quel que soit ce métier. Alors, j'ai envie de dire aux jeunes, n'ayez pas peur des mathématiques, il y a des manières de l'enseigner.
Et je dirais aux responsables qui sont en charge des affaires de la nation qu'il y a un peu plus de 30 ans, Singapour s'est trouvé dans une situation similaire à la nôtre, où les jeunes se détournaient des mathématiques et où lorsque ces jeunes allaient passer des tests, les tests PISA, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des tests qui se font au niveau de l'OCDE et qui concernent les élèves qui sortent du collège, donc qui ont 15 ans. Et à ces jeunes-là, on pose des problèmes de la vie courante dans lesquels ils doivent mobiliser leurs connaissances. Il ne s'agit pas du tout de répéter ce qu'ils ont appris en classe, il s'agit de l'utiliser, ce qui change totalement la donne. Eh bien, Singapour était parmi les derniers. Singapour participait à ces tests PISA. Nous aussi, les Tunisiens, on a participé. Et comme nos résultats n'étaient pas vraiment bons, on a décidé de ne plus y participer. On a cassé le thermomètre. Singapour a regardé le thermomètre en face. Ils se sont dit, là, on a 39, il va falloir prendre des dispositions. Ils ont convoqué tous les experts qu'il fallait de Singapour et du reste du monde. Singapour, vous savez que c'est la taille de l'île de Jerba. C'est 500 000 personnes. Donc c'est 3 fois rien. Mais Singapour voulait être une nation technologique. Et elle s'en est donné les moyens. Elle s'est dit que sans mathématiques, avec une population qui tourne le dos aux mathématiques, on n'a aucune chance. Donc comment faire en sorte que nos jeunes apprennent les mathématiques et qu'ils y prennent du plaisir? Et ils ont inventé la méthode de Singapour. Et la France, qui était confrontée à la même situation en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, eh bien, Emmanuel Macron a demandé à Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, de lui faire un diagnostic sur 2 sujets. 1. Pourquoi la France, qui est une des premières nations de recherche en mathématiques, figure parmi les dernières dans le classement PISA? 2. Que faire pour appréhender l'IA? Et Cédric Villani lui a fait 2 rapports. Celui concernant les mathématiques comporte 21 recommandations qui tournent autour du même sujet. Adopter la méthode de Singapour. Donc, pour les décideurs politiques aujourd'hui qui veulent s'attaquer au sujet, ils n'auront pas besoin de refaire ce travail. La méthode existe. Il y a des expériences. Quelle est la méthode, très brièvement, quelle est la méthode Singapour? Alors, très rapidement, si vous voulez, les mathématiques, ça passe ou ça casse. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est de l'abstraction. Poincaré disait, mathématicien du début du XXe siècle, disait que les mathématiques, c'est l'art de donner le même nom à des objets différents. Pourquoi? Parce que c'est l'art de conceptualiser les objets. Si je regarde ce livre, c'est un livre qui a des feuilles, il a des caractères qui sont écrits sur ces feuilles, et maintenant, si je le compare à un autre livre, son contenu n'a rien à voir. Mais néanmoins, les 2 portent le nom de livre. Dans la tête d'un enfant, le fait que 2 pommes et 2 poires, c'est la même chose en termes de chiffres, c'est 2, c'est un concept qui est difficile à percevoir. Or, à l'école, il y a ceux qui sont doués pour ça. Ils perçoivent. Et ceux-là, on considère qu'avec eux, on peut faire des maths. Et il y a l'immense majorité qui a un problème. Et ceux-là, on considère que ce n'est pas la peine de se casser la tête. Et on va leur demander de faire autre chose. La méthode de Singapour, c'est de dire ceux qui n'ont pas la capacité de conceptualiser, notre rôle dès l'école primaire, c'est aussi de leur apprendre à conceptualiser. Et pour conceptualiser, il faut prendre une démarche qui est beaucoup plus naturelle que celle qu'on utilise pour enseigner les maths. La méthode qu'on utilise pour enseigner les maths, moi, elle me convenait tout à fait, parce que je faisais partie des Happy Few. Et d'une certaine façon, elle me valorisait à l'égard des autres. Donc dans ma tête de gamin, je disais, ouais, moi je sais faire des choses que d'autres ne savent pas faire. En revanche, ce n'est pas très efficace. Pour ceux qui n'arrivent pas à conceptualiser tout de suite, pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que le chemin de la conceptualisation, c'est de passer d'abord par l'expérimentation et par le concret. Vous savez, Archimède, pour inventer le principe qui porte son nom,
Ce qu'on raconte, c'est que c'est en plongeant dans son bain qu'il a vu de l'eau remonter et qu'il a dit « Eureka, j'ai compris, j'ai trouvé ». C'est l'expérience qui lui a permis de faire ça. Donc, la science vient à partir de l'expérience. On raconte aussi, je ne sais pas si c'est une légende, que Newton a inventé, ou pas inventé, mais a conceptualisé l'attraction universelle en recevant une pomme sur la tête sous le pommier où il s'était allongé pour faire une petite sieste. Donc, l'expérimentation est essentielle. Et donc, la méthode de Singapour, c'est du concret, le début de l'expérimentation, et le concret plus l'expérimentation donne lieu à des premiers concepts abstraits. Mais ceci dès l'école. Si les élèves n'y sont pas préparés dès l'école, bien entendu, ils vont se partager en ceux qui sont forts en maths et ceux qui n'y comprennent rien. Et ça, c'est une tragédie pour nous dans le siècle qui se prépare. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. De quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle, notamment en mathématiques? Aujourd'hui, il est possible de résoudre des problèmes qui traînaient depuis des années par un simple clic grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une richesse pour les mathématiques ou est-ce que, au contraire, vous dites que finalement, ça va, les gens vont devenir oisifs, un peu paresseux, intellectuellement paresseux? Je vais peut-être éluder le sujet en répondant un peu à côté, faire un pas de côté. Je vais vous dire que lors de l'invention du train à vapeur, on lui a prêté une infinité de mots. Et si vous reprenez des écrits du 19e siècle, milieu du 19e siècle, on recommandait aux femmes enceintes de ne pas prendre le train parce qu'elles pouvaient perdre leur enfant. Plus tard, ou plus tôt dans notre mémoire, quand on regarde ce qui s'est passé au début, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes probablement trop jeune, mais du bug de l'an 2000. On a dit que le passage à l'an 2000 allait créer toutes les catastrophes et in fine, il n'a rien créé du tout. Et surtout, quand le monde a commencé à s'informatiser, on a dit il y a plein de métiers qui vont disparaître et les gens ne vont plus rien trouver à faire. Mais en réalité, quels sont les métiers qui ont disparu? Téléphoniste, je ne sais pas, la dame du téléphone, des métiers dans lesquels ce qui a disparu, c'est les OS qu'on voit dans le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, qui ont été remplacés par des robots. Et in fine, tout métier qui peut être opéré par un robot, toute tâche qui peut être opérée par un robot ou un algorithme, eh bien, ne sera plus effectué par des êtres humains. Est-ce qu'il faut se lamenter? Est-ce qu'il faut s'en soucier? Oui, mais pour préparer l'étape d'après. Ça veut dire que l'OS, que la tâche répétitive, que la tâche qui se fait sans grande intelligence, c'est une tâche qu'une machine peut faire. L'intelligence artificielle a fait sa première entrée dans le monde, déjà avec Alan Turing, mais à l'époque, il n'y avait pas de machine qui permettait de mettre en œuvre. Parce que c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la capacité de traiter ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des milliards de données, et de les traiter en un temps record. Parce que si vous devez attendre la réponse de ChatGPT 3 semaines, vous n'y reviendrez pas. C'est un claquement de doigts, ça fait. Ça repose sur des machines extrêmement puissantes, ça repose sur des données extrêmement nombreuses et extrêmement accessibles. Et in fine sur les mathématiques aussi. Comment? Et in fine sur les mathématiques. Et bien sûr, les algorithmes sont mathématiques. Alors, quand on dit que est-ce qu'il faut en avoir peur pour les mathématiques? Mais pas du tout. Il faut, au contraire, s'en féliciter parce que l'intelligence artificielle, c'est là où les mathématiques donnent la pleine mesure de ce qu'elles apportent au monde aux yeux de tout un chacun,
Auparavant, les gens n'avaient pas la facilité de comprendre un résultat mathématique et ils ne l'ont toujours pas. Mais en revanche, quand on leur dit qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire ceci ou cela qui a une influence sur leur vie, eh bien, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Je ne crois pas qu'il faille en avoir peur. Il faut, au contraire, pouvoir la développer et pouvoir surtout la maîtriser. Il y a des enjeux, évidemment, qui viennent à chaque invention. Vous avez peut-être vu le film de Stanley Kubrick à propos de la bombe atomique. Comment s'appelait ce film du savant fou, vous savez, qui envoie des avions bombarder l'URSS. Et bien sûr, on s'est posé ce genre de questions. On s'est dit, l'énergie nucléaire, et si les gens deviennent fous? On a l'impression qu'ils le deviennent en ce moment, un petit peu quand même, parce qu'elle s'est développée chez beaucoup de gens. En même temps, peur de la réaction en chaîne. Oui. En même temps que se développent ces inventions, il faut développer les moyens de les contrôler et l'éthique, parce que tout ça, c'est in fine une affaire d'humanité. L'éthique, non pas l'éthique TIC, mais l'éthique avec H, c'est-à-dire la morale qui permet à l'individu de maîtriser les avancées technologiques et de les mettre au service de l'humanité et non pas pour sa destruction. Merci énormément Mohamed Jawa, vous êtes auteur de Destin de Star, un mathématicien entre deux siècles. Je vous conseille vivement de lire ce livre qui est vraiment un livre autobiographique, mais évidemment qui est destiné aux jeunes qui voudraient aujourd'hui eh bien réussir leur vie et comprendre comment on pourrait aussi traverser certains orages sans lâcher prise. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'avoir faite. C'était un très grand plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et j'espère que des jeunes nous écouteront pour pouvoir s'inspirer de quelques-unes de mes expériences et de celles d'autres de leurs aînés. Merci énormément.